Imaginez une mère au bord d'un torrent furieux, 30 secondes pour choisir, son propre fils ou un enfant apache, ennemi juré de sa race. En 1886, dans les canyons rougeoyants de Florence, Arizona, Evelyn Hart, veuve brisée par un meurtre déguisé en accident, plonge dans l'enfer liquide. Ce qui suit n'est pas une simple histoire de survie. C'est une trahison qui unit deux peuples, un secret enfoui sous la poussière et une révélation qui pourrait tout détruire ou tout sauver. Écoutez jusqu'au bout. La fin vous laissera sans voix. Abonnez-vous maintenant, partagez depuis quel coin du monde vous nous suivez et dites-nous, auriez-vous fait le même choix? Sous le soleil impitoyable de 1886, la poussière rouge de Florence, dans le territoire de l'Arizona, s'accrochait aux bottes comme un souvenir tenace, tandis que les sabots des chevaux martelaient tolé, la terre craquelée, et que la haine entre Blancs et Apaches bouillonnait encore, vive et brûlante, comme une plaie ouverte qui refusait de cicatriser. Evelyn Hart, 32 ans, veuve aux traits ciselés par le deuil et la solitude, vivait recluse dans une cabane de bois usé, aux planches gauchies par les vents du désert, partageant ce refuge précaire avec son fils Samuel, 11 ans, un gamin au regard vif et à l'impétuosité héritée de son père, Thomas Hart, ce forgeron au cœur généreux qui avait péri 3 ans plus tôt dans ce que la ville entière qualifiait de l'accident de vol, mais qu'Evelyn, au fond de son âme tourmentée, n'avait jamais avalé comme une vérité simple, car les ombres du doute planaient sur cette version officielle, trop propre, trop commode pour un homme qui posait trop de questions sur les disparitions nocturnes aux abords des canyons. Elle se levait avant l'aube, les mains calleuses maniant la hache avec une précision forgée par la nécessité, et Samuel, avec son enthousiasme juvénile, l'accompagnait souvent dans ses expéditions pour ramasser du bois mort, ses branches tordues que le soleil avait éblanchies comme des os oubliés, car le charbon coûtait cher, et la faim, dans ces contrées arides, n'attendait pas les paresseux. Ce matin-là, au début de l'été, quand l'air vibrait déjà d'une chaleur qui faisait miroiter les horizons comme un mirage cruel, ils se dirigèrent vers Devil's Crossing, ce goulet étroit, taillé dans la roche rouge où les falaises se resserraient comme les mâchoires d'un piège géant, et où l'eau, après les pluies de nocturne, grondait parfois avec une fureur imprévisible, transformant un ruisseau paisible en un monstre boueux, prêt à engloutir quiconque osait s'approcher trop près. Samuel trottinait devant, son sac de toile battant contre sa hanche, ramassant des pierres lisses pour les lancer plus tard dans les flaques, et Evelyn, le fusil en bandoulière par habitude plus que par peur réelle, scrutait les environs d'un œil vigilant, car les rumeurs de raids apaches circulaient encore, même si la paix fragile, imposée par les forts pro-militaires, tenait bon la plupart du temps. Soudain, en fouillant sous un vieux chêne noueux dont les racines s'agrippaient à la terre comme des doigts désespérés, Samuel exhuma une cartouche de Remington, rouillée mais intacte, maculée de sang séché qui formait une croûte sombre sur le métal froid, et Evelyn sentit son cœur se serrer comme dans un étau, car cette munition n'était pas ordinaire. C'était le type exact que Thomas fabriquait lui-même dans sa forge, des balles sur mesure qu'il n'avait jamais vendues à quiconque, gardées jalousement pour protéger sa famille des dangers du frontier. Et la question jaillit en elle comme une flamme, qui avait tiré cette balle sur son mari, et pourquoi la terre de Devil's Crossing la rendait-elle maintenant comme un fantôme exhumé du passé? Mais avant qu'elle puisse formuler une réponse, un grondement sourd monta du canyon, le bruit de l'eau qui gonflait après la tempête de la veille, et puis un cri perçant déchira l'air sec, un appel aux secours enfantin, désespéré, qui fit dresser les poils sur la nuque d'Evelyn. « Help » provenait d'en bas, où le torrent, gonflé et furieux, charriait des débris comme un troupeau enragé. Là,
Au milieu des remous brunâtres, un gamin apache d'environ 9 ans se débattait, ses bras menus battant l'eau avec une énergie futile, son corps menu emporté inexorablement vers les chutes acérées qui béaient une 50aine de mètres en aval. Et Samuel, sans une once d'hésitation, cria « Mom, he's gonna die !» avant de bondir vers le bord, ses bottes glissant sur les pierres humides. Evelyn hurla son nom, mais il était déjà dans l'eau, nageant avec la force brute de l'enfance, et en un instant, le courant le saisit à son tour, le retournant comme une poupée de chiffon, le tirant vers le même abîme fatal. Le temps se contracta, le monde se réduisit à ce triangle mortel. Son fils, l'enfant apache, et les 30 secondes qui s'écoulaient comme du sable dans un sablier brisé. 30 secondes pour choisir entre le sang de son sang et cet étranger que la ville entière méprisait comme un ennemi né. 30 secondes où le cœur d'Evelyn explosa en un chaos de terreur et d'instinct primal. Elle sauta, les jupes alourdies par l'eau qui la plaquait, comme des chaînes, les poumons brûlants, et juste au moment où ses doigts effleuraient dans le col de Samuel, une main invisible surgit des profondeurs, non pas celle du courant, mais une poigne humaine, délibérée, qui arracha l'enfant apache vers le fond, et dans un éclat fugace, Evelyn aperçut un bracelet d'argent gravé des initiales LB, scintiller avant de disparaître dans les bulles tourbillonnantes, laissant derrière lui un vide hurlant et une question qui la hanterait. Qui avait voulu noyer cet enfant, et pourquoi le sort semblait-il orchestré par une ombre plus sombre que le torrent lui-même? L'eau glacée s'infiltra dans ses poumons comme un poison lent, tandis qu'Evelyn luttait contre le courant qui la malmenait comme un cheval sauvage indompté, ses jupes gorgées d'eau la tirant vers le fond avec une force impitoyable, et dans ce chaos bouillonnant où les bulles éclataient autour d'elle comme des coups de feu étouffés, elle parvint enfin à agripper le col trempé de Samuel d'une main, ses ongles s'enfonçant dans le tissu usé, tandis que de l'autre elle tendait les doigts gards vers l'enfant apache qui dérivait juste hors de portée, ses yeux noirs écarquillés de terreur reflétant le ciel orageux au-dessus. Le torrent, ce monstre d'argile liquide gonflé par les pluies des montagnes, charriait des branches acérées et des rochers qui frôlaient dans sa peau comme des lames invisibles, et les chutes, avec leur rugissement sourd qui montait comme un avertissement funeste, n'étaient donc plus qu'à une 40aine de mètres, un abîme béant où l'eau se brisait en écume blanche sur les dents de pierre en contrebas. Samuel toussait, crachant l'eau sale qui lui brûlait la gorge, ses jambes battant faiblement pour rester à la surface, mais l'enfant apache, ce gamin aux cheveux noirs collés au front comme de l'encre diluée, ne se débattait plus avec la même frénésie. Au contraire, il fixait Evelyn droit dans les yeux, ses lèvres bleuies formant des mots à peine audibles au milieu du vacarme. « Let me go. They paid him to drown me. » Une confession murmurée qui glaça le sang d'Evelyn plus que l'eau elle-même, car qui était ce « him » dont parlait cet enfant, avec une clarté froide, presque résignée, et pourquoi ces paroles portaient-elles l'écho d'une trahison calculée plutôt que la panique d'un gosse au bord de la mort? Elle secoua la tête, refusant de lâcher prise, et avec un cri rauque qui se perdit dans le grondement, elle propulsa son corps en avant, utilisant ses dernières forces pour pousser les deux garçons vers un renfoncement rocheux qui saillait du flanc du canyon comme une main salvatrice tendue par la terre elle-même, un creux étroit bordé de racines noueuses où l'eau tourbillonnait moins violemment. « Hold on, grip the roots !» hurla-t-elle, ses muscles en feu, tandis qu'elle les catapultait vers la sécurité relative. Samuel s'accrochant d'instinct à une racine tordue, tirant l'enfant apache avec lui dans un geste fraternel inattendu, et pendant un instant suspendu, Evelyn vit leur visage pâle se presser contre la paroi, leur poitrine haletante, cherchant l'air comme des poissons échoués, mais avant qu'elle puisse les rejoindre, le courant la saisit à nouveau,
la retournant violemment et l'entraînant vers le cœur du torrent, où les rapides l'engloutirent dans un tourbillon noir, ses poumons se remplissant d'eau amère, tandis que la conscience s'effilochait comme un fil usé. Quand la lumière revint, filtrée à travers la toile épaisse d'une tente en peau de daim, imprégnée d'odeurs de fumée et d'herbes séchées, Evelyn toussa violemment, son corps endolori, étendu sur une paillasse de fourrure rugueuse, et une silhouette massive se pencha sur elle. Un homme d'une 50aine d'années, au visage marqué d'une cicatrice irrégulière, qui barrait sa joue comme une rivière asséchée, ses yeux sombres, scrutant les siens avec une méfiance instinctive, tempérée par une curiosité contenue. Chayton, chef des chasseurs de la bande apache locale, appliquait un cataplasme d'herbes amères sur ses ecchymoses, ses mains calleuses par des années de traque dans les messas arides, travaillant avec une précision qui trahissait une connaissance intime de la survie dans ces terres hostiles. Et autour d'eux, les murmures des guerriers, en cercle dehors, filtraient à travers les parois, des voix graves discutant en apache rapide de cette femme blanche qui avait osé plonger dans le Salt River pour sauver l'un des leurs, un acte qui défiait toutes les lois tacites de la haine accumulée. Mais Samuel n'était pas là, son absence pesant comme un vide palpable dans la tente confinée, et quand Evelyn tenta de se redresser, la douleur la cloua au sol, forçant Chayton à poser une main ferme sur son épaule. « Your son is safe, fed and guarded », murmura-t-il dans un anglais hésitant teinté d'accent guttural, avant d'ajouter d'une voix plus basse, presque un grondement, « But the boy you pulled from the water is not Nodin ». L'enfant, assis dans l'ombre du fond de la tente, leva la tête, et Evelyn sentit son monde basculer à nouveau, lorsque des yeux bleus, non pas les bruns profonds d'un apache, mais un bleu clair comme le ciel d'hiver des plaines du Nord, la fixèrent avec une intensité qui n'avait rien d'enfantin, et il chuchota. « My real name is Noah. They switched us at the river to make you save the wrong one. » Sur sa poitrine reposait le bracelet d'argent gravé « LB », froid contre sa peau pâle, et Chayton, les mâchoires serrées, expliqua d'une traite. Ce Noah était le fils caché du shérif Luther Branton, élevé en secret parmi les Apaches depuis sa petite enfance pour servir d'espion, un pion dans un jeu mortel où l'on avait prévu que la tribu, découvrant une femme blanche, sauvant un traître, l'exécuterait sur le champ, déclenchant ainsi une nouvelle vague de violence que l'on pourrait blâmer sur les sauvages, couvrant du même coup les traces des Grey Readers et de leur chasse nocturne. Evelyn, le cœur battant à tout rompre, comprit l'horreur. Elle avait sauvé le fils de l'homme qui avait probablement orchestré la mort de Thomas, et Samuel, son vrai fils, était désormais otage d'un complot qui s'étendait bien au-delà du torrent, tandis que le véritable Nodin avait été enlevé par cette main invisible, plongé dans un sort inconnu, et la question brûlante qui la rongeait, maintenant, était de savoir si elle allait embrasser la vengeance ou forger une alliance improbable pour arracher la vérité aux griffes du désert lui-même. La nuit tomba sur le camp Apache comme un voile de velours noir piqué d'étoiles indifférentes, et autour du feu de camp qui crépitait avec des flammes orangées, léchant les branches de mesquite sèches, les ombres dansantes des guerriers, projetaient sur les parois des tipis des silhouettes elongated, qui semblaient murmurer les secrets des ancêtres, tandis qu'Evelyn, encore faible mais animée d'une détermination forgée dans l'acier du désespoir, s'asseyait sur une peau de bison usée. Noah à ses côtés, ce garçon aux yeux bleus qui portait en lui le poids d'une double vie, et Chayton, accroupi en face, remuait les braises avec un bâton noueux, ses traits déburinés par les vents du désert, reflétant une tempête intérieure qu'il contenait à grand-peine. L'air était chargé d'odeurs de sauge brûlée et de viande de cerf rôtie, un fumet qui masquait à peine la tension palpable, car les regards des autres Apaches, posés sur cette femme blanche au milieu d'eux, oscillaient entre gratitude méfiante
et hostilité latente, et Evelyn sentait ses yeux comme des pointes de flèches, prêtes à être décochées si elle faisait un faux pas dans ce sanctuaire précaire. Noah, les genoux ramenés contre sa poitrine, fixait les flammes comme si elles pouvaient consumer ses mensonges, et d'une voix basse mais ferme, il commença à dévider le fil de sa trahison, élevé depuis ses 5 ans parmi la tribu, après que Luther Branton l'eût arraché à une mère apache lors d'une razzia nocturne déguisée en opération de maintien de l'ordre. Il avait été conditionné pour rapporter les mouvements du camp, les caches d'empare d'armes et les itinéraires de chasse, des informations qui servaient d'armes directement aux Grey Raiders pour tendre leurs embuscades sous le couvert de la lune, et ce jour-là, au torrent, le plan était précis. Simuler la noyade de Nodin, en réalité, Noah lui-même, pour attirer une blanche dans le piège, la faire accuser de kidnapping une fois sauvée par la tribu, et ainsi justifier une descente punitive qui effacerait les témoins gênants. Mais quelque chose avait déraillé, car la main qui avait tenté d'achever le vrai Nodin sous l'eau appartenait à un des Riders, un homme masqué que Noah avait reconnu à sa cicatrice au poignet, et dans la confusion, Samuel avait été capturé comme otage pour forcer Evelyn à revenir en ville sans poser de questions. Chayton écoutait, ses doigts lades crispés sur le bâton jusqu'à ce que le bois craque, et il révéla à son tour les pièces du puzzle qui manquaient. Les Grey Riders n'étaient-ils pas de simples bandits errants, mais un réseau financé par des spéculateurs de l'Est, des hommes en costumes amidonnés qui voyaient, dans les terres apaches, des ranchs futurs et des mines d'argent, avec Luther Branton comme pivot local, utilisant sa badge pour couvrir les massacres et falsifier les rapports aux autorités fédérales, et la preuve irréfutable gisait dans un carnet que Thomas Hart avait caché avant sa mort. Un registre de paiement suspect qu'il avait surpris lors d'une livraison de fer à la forge du shérif. Evelyn fouilla dans sa mémoire, se rappelant les nuits où Thomas rentrait tard, les yeux hantés par des visions qu'il refusait de partager, et elle comprit que son mari avait été éliminé, non pour un vol fictif, mais pour avoir menacé de tout exposer, laissant derrière lui une veuve et un fils comme appâts inconscients dans ce jeu mortel. Autour du feu, les murmures s'intensifièrent, des guerriers brandissant leur tomahawk avec une fureur contenue, car cette révélation allumait en eux le souvenir de familles décimées, de tipis brûlés sous des cieux indifférents, et Chayton, levant la main pour imposer le silence, proposa un pacte improbable. Evelyn, avec sa connaissance de la ville et ses coutumes blanches, guiderait une incursion discrète lors de la fête du 4 juillet, à Florence, quand les rues grouilleraient de fêtards ivres et que les gardes seraient laxistes pour récupérer Samuel et le carnet caché sous l'enclume de la vieille forge, tandis que Noah, rongé par la culpabilité d'avoir trahi ceux qui l'avaient élevé comme un fils, servirait de guide interne, connaissant les passages secrets du camp des Riders, niché dans une grotte aux abords de Saltrim. Si cette histoire de trahison et de rédemption vous glace le sang comme elle l'a fait pour Evelyn autour de ce feu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car la nuit du jugement approche et les balles voleront bientôt. La décision fut scellée par un serment silencieux, les mains posées sur une pierre sacrée chauffée par les flammes, et tandis que le camp s'endormait sous la garde vigilante des sentinelles perchées sur les mésas, Evelyn serra Noah contre elle, sentant pour la première fois le battement d'un cœur divisé qui cherchait la rédemption, et dans l'ombre, Chayton affûtait sa lame, ses yeux reflétant les braises comme des promesses de vengeance, car demain, il chevaucherait vers Florence, non comme ennemi, mais comme allié forgé dans le feu du mensonge révélé, prêt à arracher Samuel des griffes de Luther et à faire éclater la vérité au grand jour, quel qu'en soit le prix en sang et en poussière. L'aube pointa à peine sur les mésas lorsque le petit groupe quitta le camp apache sous un ciel encore pâle.
Evelyn montait sur un Mustang nerveux prêté par Chayton. Noah juchait derrière elle, avec une assurance feinte qui masquait sa peur viscérale, et une poignée de guerriers silencieux fermant la marche, leurs visages peints de noir pour se fondre dans les ombres des canyons, tandis que la poussière soulevée par les sabots formait un voile ocre qui effaçait leurs traces comme un secret bien gardé. Ils chevauchèrent dur toute la journée, contournant les patrouilles de cavalerie par des sentiers escarpés connus seulement des Apaches, et à la tombée du crépuscule, Florence apparut au loin comme une tache lumineuse au milieu du désert, ses lanternes à huile clignotant comme des yeux moqueurs, les accords lointains d'un fiddle s'élevant déjà dans l'air chargé de poudre et de bière, car la fête du 4 juillet battait son plein, les rudes bondées de colons en chemise à carreaux et de femmes en robes fanées, tous ivres de whisky bon marché et d'illusions patriotiques qui masquaient les fissures d'une ville bâtie sur des mensonges. Evelyn descendit de cheval dans une ruelle sombre derrière l'église méthodiste, son cœur cognant comme un marteau sur l'enclume, tandis qu'elle ajustait le châle apache sur ses épaules pour dissimuler son visage, et Noah, les yeux brillants d'une excitation mêlée de terreur, la guida vers la forge abandonnée de Thomas, un bâtiment croulant aux murs noircis par les ans où l'odeur de métal froid et de charbon éteint planait encore comme un fantôme fidèle. Ils forcèrent la porte vermoulue avec un levier discret, et sous l'enclume massive rouillée par l'humidité, Evelyn creusa la terre durcie jusqu'à exhumer une boîte de fer blanc scellée, à l'intérieur de laquelle reposait le carnet de Thomas, ses pages jaunies couvertes d'une écriture serrée, listant dates, sommes et noms, dont celui de Luther Branton, répété comme un refrain maudit, lié à des transferts d'argent provenant de la Eastern Land Syndicate et à des notes sur des nettoyages de terres apaches effectués par les Grey Readers en échange de titres de propriété falsifiés. Mais avant qu'ils puissent s'éclipser, un bruit de bottes lourdes résonna dans la rue adjacente, et Noah tira Evelyn dans l'ombre, tandis que deux silhouettes masquées émergeaient, leurs masques gris cousus de fils grossiers trahissant leur appartenance aux Riders, et l'un d'eux, avec une cicatrice visible au poignet, murmura à l'autre des instructions pour vérifier la forge avant la descente de minuit, confirmant que Samuel était détenu dans la grotte de Saltrim, attaché et bâillonné pour servir d'appât final si Evelyn osait revenir. Le groupe se replia vers la place centrale où la foule hurlait sous les feux d'artifice qui explosaient en gerbes rouges et blanches au-dessus des toits en adobe. Et Evelyn, le carnet serré contre sa poitrine comme un talisman, gravit les marches de l'estrade improvisée au milieu des danses folles, interrompant le discours pompeux du maire en brandissant l'épreuve au-dessus de sa tête. « Luther Branton, votre badge ne vous protège plus. Voici les comptes de vos crimes, signés de la main de mon mari mort. » La musique s'arrêta net, le fiddle grinçant sur une note discordante, et Luther, au premier rang avec son étoile étincelante épinglée sur la poitrine, blêmi sous son chapeau à large bord, ses yeux injectés de sang balayant la foule qui se figeait en un silence oppressant, car les pages du carnet, lues à voix haute par Evelyn, détaillaient non seulement les paiements, mais les emplacements des corps enterrés dans des fosses communes aux abords de Saltrim, des Apaches abattus comme du gibier pour libérer des pâturages. Des murmures montèrent, des fermiers échangeant des regards coupables, car certains avaient acheté ces terres à bas prix, sans poser de questions. Et quand Luther rugit « Cette squaw ment, a été corrompue par les sauvages », un vieux mineur au fond de la place cria « J'ai vu tes riders traîner une femme apache derrière un cheval, il y a 2 ans. Tu as dit que c'était des voleurs de bétail. » Luther dégaina son colt avec une vitesse fulgurante, visant Evelyn droit au cœur, mais Chayton surgit de la foule comme une ombre vivante,
sa lame tranchant l'air pour dévier le tir qui alla se perdre dans une lanterne, explosant en éclats de verre. Et le chaos éclata. Les Grey Riders, postés aux abords, ouvrirent donc le feu depuis les toits, leurs balles sifflant comme des serpents venimeux au milieu des cris paniqués, tandis que les guerriers apaches, fondus dans la masse des fêtards, ripostaient avec des flèches silencieuses et précises qui clouaient dans les tireurs à leur position. Noah courut vers Samuel, libéré par un allié apache infiltré, et le ramena au milieu de la place où Evelyn le serra contre elle, sentant son corps tremblant mais vivant, et dans la fumée âcre de la poudre, Luther recula vers son cheval, mais la foule, galvanisée par la vérité nue, forma un mur humain, des mains calleuses, saisissant ses bras pour le désarmer, car même les complices les plus loyaux voyaient maintenant leur shérif, comme le monstre qu'il était. Un rideur masqué tenta une dernière charge, son cheval fonçant à travers la poussière soulevée, mais Chayton l'intercepta d'un bond agile, le désarçonnant d'un coup de tomahawk qui résonna comme un jugement final, et quand le masque tomba, révélant le visage du banquier local, la ville entière comprit l'ampleur de la toile tissée dans l'ombre. Luther, traîné au centre de la place, les poignets liés par sa propre ceinture, cracha des insultes racistes qui ne firent qu'attiser la fureur, et Evelyn, debout au-dessus de lui, avec le carnet ouvert, déclara d'une voix qui portait jusqu'aux confins du désert « Vos Grey Riders sont finis, les fédéraux de Tucson seront ici à l'aube pour vous emmener, et cette fois, ce sera la loi vraie qui jugera. » La nuit, autrefois festive, se termina en un tribunal improvisé sous les étoiles, où les confessions forcées des capturés scellèrent Punmit le sort de la conspiration, laissant Florence haletante au milieu des décombres d'une illusion brisée, prête à affronter un lever de soleil où la justice, pour une fois, ne porterait pas de masque. Le soleil se leva sur Florence comme une lame neuve sortie de la forge, illuminant les rues jonchées de débris de la veille, verre brisé, scintillant comme des éclats de quartz, chapeaux écrasés piétinés dans la boue séchée, et des taches sombres qui n'étaient les pas du vin renversé, mais le témoignage muet d'une nuit où la poudre avait parlé plus fort que les serments patriotiques, tandis que les agents fédéraux de Tucson, arrivés à l'aube avec leurs insignes luisants et leurs Winchester chargés, embarquaient Luther Branton et ses complices dans un wagon cellulaire grillagé, traîné par des mules impassibles qui semblaient ignorer les imprécations du shérif déchu, dont la voix rauque promettait encore des vengeances que personne ne craignait plus. Evelyn observait cette scène depuis le bord de la place, Samuel accroché à sa jupe et Noah à son autre main, les deux garçons formant un trio improbable sous la lumière crue qui effaçait les ombres de la conspiration, et Chayton, la blessure à l'épaule bandée avec des herbes apaches, hocha la tête en silence lorsque le convoi s'ébranla vers le sud, emportant avec lui les chaînes d'un passé pourri que la ville devrait maintenant affronter sans masque. Les semaines suivantes virent Florence se métamorphoser sous une pression inattendue, car les témoignages affluaient non seulement des survivants apaches escortés jusqu'au tribunal fédéral, mais aussi de colons blancs qui, hantés par leur silence coupable, déterraient des secrets enfouis sous leur propre porche. Un fermier confessant avoir enterré un corps apache pour toucher une prime. Un marchand avouant avoir blanchi l'argent des terres volées via des factures truquées. Et les juges de Tucson, inflexibles dans leurs robes noires, amidonnés par la chaleur du désert, rendirent un verdict qui résonna jusqu'aux confins du territoire. Luther condamné à la pendaison pour meurtres multiples et génocide organisé, s'est bien saisi pour indemniser les tribus spoliées et des ordres d'expulsion pour les complices mineurs qui fuirent vers le Mexique comme des coyotes apeurés. Evelyn, appelée comme témoin principal, se tint droite dans la salle, étouffante, sa voix ferme détaillant les preuves, sans une larme, et quand le marteau du juge tomba comme un coup de tonnerre sec,
elle sentit un poids se lever de ses épaules, non pas de joie, mais d'une libération froide, car la justice, pour une fois, avait tranché net sans se soucier des badges ou des races. De retour au camp Apache, où les tipis s'alignaient désormais le long du Salt River comme des sentinelles paisibles, Evelyn choisit de s'installer dans une hutte fraîchement construite aux murs de boue et de branchages, partageant l'espace avec Samuel et Noah, qui, libérés de leurs chaînes invisibles, couraient les mésas comme des poulains sauvages, apprenant l'un de l'autre les secrets du désert. Samuel enseignant à Noah à forger une pointe de flèche en métal recyclé, Noah montrant à Samuel comment traquer le cerf, sans laisser de traces sur la poussière rouge. Chayton, guéri et redevenu le pilier taciturne de la tribu, organisa un conseil autour d'un feu plus grand que d'habitude, où les anciens, leurs visages ridés comme des cartes anciennes, débattirent de l'intégration d'Evelyn, non comme une invitée, mais comme une sœur de sang adoptif, pesant son sacrifice au torrent contre les cicatrices collectives de la tribu, et la décision fut unanime. Elle porterait désormais le nom de « femme du torrent », honorée par des colliers de turquoise et des plumes d'aigle qui cliquetaient au vent comme des promesses qu'on a tenues. Les mois passèrent fondant les saisons en un cycle où les pluies rares verdoyaient les canyons et où les échanges entre la ville et le camp devinrent routiniers, des marchands blancs apportant du sel et des outils en échange de peaux et d'herbes médicinales, des enfants apaches visitant la forge réouverte sous la main de Samuel pour apprendre le métier de son grand-père, et Evelyn servant de pont vivant, négociant des traités mineurs qui évitaient les fusils au profit des paroles, transformant la haine en une méfiance prudente qui s'effritait comme du grès sous l'érosion patiente. Noah, redevenu Nodin dans le cœur de la tribu, mais gardant son nom blanc comme un lien avec son passé tumultueux, grandit en un jeune chasseur agile, ses yeux bleus ne trahissant plus la division mais une unité forgée dans le feu, et quand il posa la question fatidique à Evelyn, un soir au bord du ruisseau. « Suis-je ton fils maintenant, comme Samuel ?» Elle répondit en le serrant contre elle, sentant les battements synchronisés de deux cœurs qui avaient choisi la famille au-delà du sang. Un an plus tard, au même Salt River, où tout avait basculé, l'eau coulait claire sur les galets polis, reflétant un ciel sans nuages, et Evelyn s'assit sur la roche plate qui avait été leur salut, regardant Samuel et Noah pêcher avec des lignes tressées de crins de cheval, leur rire se mêlant au murmure du courant comme une musique nouvelle dans le désert. Chayton s'approcha, sa silhouette massive projetant une ombre protectrice, et murmura « Le torrent a emporté la mort ce jour-là, et nous a laissé la vie. » Evelyn hocha la tête, ses doigts entrelacés avec ceux des garçons, comprenant que dans ces terres impitoyables, la famille n'était pas héritée mais conquise, un lien plus fort que l'acier trempé dans la forge de Thomas, et tandis que le soleil plongeait derrière les mésas en un brasier rougeoyant, elle sut que leur histoire, gravée dans la poussière et l'eau, unirait deux mondes, non par la force, mais par le choix inébranlable de survivre ensemble, face aux tempêtes futures qui, inévitablement, viendraient tester cette alliance forgée dans le chaos. Voilà, l'histoire d'Evelyn, Samuel et Noah s'achève sur les rives du Salt River, où l'eau efface les vieilles haines et forge des liens plus solides que l'acier. Qu'auriez-vous fait à sa place, face au torrent et aux mensonges? Partagez vos réflexions en commentaire, depuis quel coin du monde vous écoutez. Merci d'avoir chevauché avec nous à travers la poussière et la vérité. À bientôt pour une nouvelle saga du Far West. Abonnez-vous pour ne rien manquer.